Mais c'est vrai que le cheminement nous amenait vers le Parlement. Mais cet objectif a échoué. On a eu une manifestation le 13 janvier, mais sinon c'était toujours des tout petits groupes. Donc là c'est un rassemblement national, environ au moins 2000 personnes. Donc il y a forcément, il y a des mecs en noir, en cagoulé, etc. Bon, c'est pas très original, hein, c'est quand même 20 ans partout en Europe que ça se passe comme ça, donc on va pas non plus redécouvrir la chose. Et avec nous sur ce plateau, Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges, Jean Messia, délégué national aux études du Rassemblement national. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jean Messia, on a compris que ce rassemblement à Strasbourg, qui se veut aujourd'hui à l'épicentre de la contestation de cet acte 24, les organisateurs espèrent peser sur la campagne des élections européennes avec un rassemblement des Gilets jaunes frontaliers. Quel est votre sentiment sur cette action ciblée aujourd'hui à Strasbourg et donc à quelques encablures du Parlement européen? Écoutez, c'est normal que les Gilets jaunes, qu'en réalité, le mouvement des Gilets jaunes, c'est une spécificité française. C'est-à-dire qu'on ne voit pas, par exemple, de mouvement de Gilets jaunes en Italie ou en Pologne ou en Hongrie ou dans des pays comme ça. Donc, pourquoi ? Moi, je vois que les seuls rassemblements qui ont lieu en Italie, c'est plutôt pour acclamer le gouvernement de M. Salvini, qui est très populaire et qui donc est promis à un beau score aux élections européennes le 26 mai prochain. Mais en France, effectivement, on sent cette contestation d'un pouvoir qui est un peu isolé sur la scène européenne, puisque Emmanuel Macron représente finalement cette espèce d'euromondialisme qui gouverne l'ensemble de la planète, ou une partie de la planète, en tout cas en Occident depuis les années 80, et qui est en train de se terminer partout. Donc Macron est isolé sur la scène européenne, il l'est aussi sur la scène mondiale. Il n'y a guère plus que l'Allemagne, finalement, qui porte un peu, le gouvernement allemand avec Mme Merkel, qui porte un peu le même paradigme politique et économique que M. Macron. Mais on voit que Mme Merkel, c'est son dernier mandat. Donc on ne sait pas vers quoi l'Allemagne va se tourner après. Donc je pense qu'ils ont sans doute raison d'essayer d'intéresser les autres peuples européens à leurs revendications. Je crains malheureusement que ça reste quand même une spécificité bien française, hélas, parce que le mouvement des Gilets jaunes est quand même une réaction à la politique menée par Emmanuel Macron depuis 2017, qui, même s'il n'a pas provoqué, je dirais, les graines de cette contestation, en tout cas, sa politique a soufflé sur des braises déjà existantes et le mouvement des Gilets jaunes a explosé sous Emmanuel Macron et pas avant. Donc je crains que ça reste exclusivement français. Et Mohamed Kaki, c'est votre sentiment aussi? C'est un mouvement essentiellement français. On a vu quand même pourtant que le Gilet jaune semblait s'exporter ces dernières semaines à l'étranger, en tout cas en dehors des frontières françaises. Pas tout à fait. Je dirais que d'abord c'est un mouvement inédit, on l'a déjà dit, dans sa vision d'autogestionnaire, dans sa vision, je dirais, anti-parti, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas que quel que soit le parti puisse mettre la main dessus. Mais il y a aussi une tradition française, je dirais, qui est internationaliste. Ça a toujours été dans les schémas de représentation des luttes en France, cette idée de l'international, de l'idée que les classes populaires puissent s'agréger avec d'autres gens qui souffrent de l'autre côté de la frontière, voire internationale. Ça, c'est une spécificité de la classe ouvrière française et elle l'a toujours été. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu des bribes qui restent de cette affaire d'envie d'agrégation. Mais il y a autre chose aussi dans le fait que pourquoi ça continue au fond cette affaire? Eh bien, ça continue pour une raison précise qui est récente, qui est l'opération de séduction de M. Macron. Que nous a-t-il dit finalement? Le RIC, il en veut pas. Tout un tas de choses, il les a balayées d'un revers de main avec un traditionnel mépris. Vous voyez, la manière, moi je l'ai écouté très attentivement et je m'attendais sincèrement à ce qu'il y ait quelque chose de nouveau pour qu'on puisse un peu apaiser les choses, qu'on puisse repartir avec un cadre de négociation et peut-être que les Gilets jaunes obtiendraient quelque chose en termes de progrès. Eh bien non. Il a balayé de tout ça avec cette opération de mépris. Et d'ailleurs, je salue les journalistes qui ont posé des questions pimentées, très peu d'ailleurs, mais quelques-uns d'entre eux ont été extrêmement courageux et l'ont amené à ces contradictions et au mépris dont je parle.
Alors revenons sur les quelques mesures annoncées par Emmanuel Macron quant au pouvoir d'achat. C'était la question principale à laquelle les Gilets jaunes attendaient une réponse très précise. Je vais les lister, je vais vous faire réagir par la suite. Il y a d'abord cette baisse des impôts annoncée, près de 5 milliards d'euros, une baisse des impôts qui devrait profiter à 15 millions de foyers fiscaux. Il y a aussi l'annonce d'une retraite minimale de 1 000 euros, la prétendue valorisation des retraites de moins de 2 000 euros, on va en reparler. La reconduction de la prime exceptionnelle défiscalisée, puis aussi des mesures plus ciblées, notamment à l'encontre des mères célibataires. En revanche, l'ISF, lui, ne sera pas supprimé. En tout cas, il ne sera pas évalué avant 2020. Jean Messias, ces annonces, finalement, n'ont pas répondu aux revendications et à la colère des Gilets jaunes ? Non, parce que je pense que les Gilets jaunes, si vous voulez, on ne pratique pas un remède au mouvement des Gilets jaunes de manière superficielle. Là, ce que tente Emmanuel Macron, c'est finalement d'éteindre l'incendie, mais il ne l'éteint pas avec les torrents d'eau indispensables pour l'éteindre. Je m'explique. Quand, par exemple, sur les retraites, il affirme qu'il renonce à la désindexation d'une partie des retraites. En réalité, c'est pas de son fait, puisqu'en fait, cette mesure avait été censurée par le Conseil constitutionnel en décembre, et donc elle ne devait pas s'appliquer. Donc quand il annonce que finalement il y renonce, c'est pas lui qui y renonce, c'est une décision juridictionnelle. Bon. Ensuite, quand il dit qu'à partir de 2021, l'ensemble des retraites seront réindexées, là, pareil, manque de chance. La mesure qui consistait à désindexer au projet de loi de finances de la sécurité sociale n'était prévue que pour 2020 et 2021. Donc, de toute façon, en 2021, cette désindexation aurait pris fin. Par exemple, sur la déconcentration, parce qu'il veut un nouvel acte de la décentralisation, mais il ne parle pas, par exemple, du millefeuille administratif qui est extrêmement coûteux, qui fait que la France est un pays suradministré, sans forcément d'ailleurs être bien administré. Bref, si vous voulez, on a une espèce de confetti d'annonces. Sur l'impôt sur le revenu, par exemple, c'est la même chose. C'est 5 milliards, sans compter qu'il ne dit pas comment il va financer tout ça. Alors, il dit vaguement, on va lutter plus durement contre la fraude fiscale. C'est sans doute très bien. Nous l'avions proposé nous-mêmes dans notre projet présidentiel en 2017 et on s'est fait accuser d'amateurisme en disant mais vous n'en savez rien de la fraude fiscale et sociale. Vous pouvez pas chiffrer votre budget en prétendant lutter contre ça. Aujourd'hui, Emmanuel Macron le fait. Et enfin, sur la suppression de l'ENA, parce que je dois quand même en parler, la suppression de l'ENA, il nomme quelqu'un pour supprimer une école. Enfin, on n'a pas besoin de nommer quelqu'un pour supprimer l'école. On peut la supprimer par un décret ou par un règlement administratif. Maintenant, l'ENA va être remplacée par quoi ? Quelle va être la formation des hauts fonctionnaires ? Est-ce qu'on va pratiquer la discrimination positive ? Est-ce qu'on va effondrer le niveau comme on l'a fait dans l'éducation nationale ? Toutes ces questions restent ouvertes et ça répond évidemment pas à la colère des Gilets jaunes, pas plus que le RIC d'ailleurs qui n'en veut pas non plus, comme disait à ce sujet, parce que ça fait partie aussi des mesures annoncées par Emmanuel Macron pour répondre à cette demande des Gilets jaunes de davantage de démocratie participative. Il y a donc ce RIC, cette idée, il l'a mise de côté. En revanche, il compte réformer un peu le référendum d'initiative partagée en abaissant le seuil à 1 million de signatures. Et Mohamed Kaki, est-ce qu'il répond là à cette demande des Gilets jaunes de davantage de présence dans ce genre de référendum ? Non, pas du tout, puisque ce que réclament les Gilets jaunes, c'est la démocratie directe, c'est de pouvoir interpeller directement les pouvoirs publics et l'État. Et avec le fameux RIC, là, il faudra passer par le Parlement, et on sait que le Parlement, il a la majorité, et donc ils bloqueront toute initiative, puisque ce sont des moutons qui, je dirais, répondent à leur berger à chaque fois. Donc ça ne marche pas. Moi, écoutez, il y a une chose dont on n'a pas parlé depuis tout à l'heure qui permettez, c'est quelque chose de, pour moi, très important. Il n'a pas eu un seul mot pour les blessés, oui, pour les éborgnés, pour ceux qui ont perdu leurs mains, pour leurs familles. C'est inhumain. Écoutez, ça, c'est le SMIC de ce qu'on peut avoir dans l'humanité. C'est d'abord de commencer par ça, de dire un peu de compassion pour tous ces gens modestes, tous ces Français qui se sont levés avec une dignité incroyable pour dire le pouvoir d'achat, pour dire un certain nombre de choses, et notamment ce que vous venez de dire, madame, justement, plus de démocratie. Eh bien, il n'a pas eu un seul mot là-dessus. Donc, il n'a fait qu'un catalogue de saupoudrage qui ne ressemble à rien et qui finalement c'est encore une fois une opération
de séduction qui n'a pas marché, qui n'a dupé personne. Alors en revanche, à l'adresse des Gilets jaunes, il a salué les justes revendications à l'origine du mouvement. Jean Messia, on va terminer avec vous. Je voudrais qu'on revienne en 2 minutes vraiment sur le scrutin européen qui approche à grands pas. Ce sera dans un mois. Quel est l'enjeu pour le Rassemblement national? Quelles mesures phares est-ce qu'il faut retenir de votre projet? Ben nous, notre projet européen, on veut une Europe des nations. On veut une restitution aux peuples européens de leur souveraineté, un respect de leur identité également. Les élections européennes sont un enjeu à la fois national et c'est un enjeu européen. C'est les enjeux nationaux qui traditionnellement gouvernent le scrutin européen. Donc évidemment, tout ce qui se passe en France. En un mot. Écoutez, l'identité, ça dépend de quelle identité dont on parle. Si c'est une identité, monsieur, qui exclut, comme c'est le projet de votre parti, alors je suis absolument farouchement On laisse terminer Mohamed Kaki. Et donc, en revanche, la question de la souveraineté qui se pose et qui est importante pour, je dirais, de négocier d'État à État et de pouvoir justement s'extraire de la tutelle de l'Europe, de Bruxelles, qui impose au peuple une politique ultralibérale, sauvage et qui fait que ça détruit des millions de gens. Oui, cette Europe-là, elle est intéressante, mais l'Europe de l'exclusion, l'Europe de la xénophobie, celle-là, moi, personnellement, je n'en veux pas. C'est des procès d'intention. Vous parlez de l'identité française, mais pourquoi, quand je vous parle de l'identité algérienne, par exemple, c'est pas exclusif? Non, mais voilà, ça n'a rien à voir. La France a une identité comme les autres. C'est un sujet très large, comme celui de l'identité. Ce sera l'occasion peut-être d'un prochain débat. Merci à tous les deux. Mohamed Kaki, président de l'association Les Oranges. Jean Messia, délégué national aux études du Rassemblement national. Merci à tous les deux d'avoir accepté